Du coup, aujourd'hui, on parle des audits de la Grèce et de l'Équateur. Et donc, si j'ai bien compris, c'est Max et Mathieu qui vont introduire les deux cas avec Eric qui complète par derrière. Donc, je ne sais pas par où vous voulez commencer, Eric. Est-ce que tu penses qu'il y a un Ouais, cas qui est plus ouais, c'est mieux de commencer, on va dire, chronologiquement, donc de par commencer par l'Équateur? l'Équateur, quoi. Ok, Parce ça que marche. l'Équateur a eu une influence sur la Grèce après. Ça marche. Du coup, je ne sais pas lequel de vous deux était chargé de l'Équateur. C'était moi. C'était toi, Matt. Alors, bah, je pense que tu peux y aller. Ok. Bonjour à tous. Alors, du coup, on va étudier l'audit de la dette équatorienne. Donc, le départ de l'histoire de l'audit de la dette équatorienne commence avec la présence de Rafael Correa au poste de ministre des Finances en 2005. C'est un économiste que l'on peut considérer de gauche car il est en faveur de certaines dépenses sociales, etc. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et à cette époque alors, en 2005, 100% de l'excédent des recettes pétrolières de l'Équateur était destiné au remboursement de la dette, ce qui n'était pas concevable alors pour Correa, qui décida alors d'entrer en conflit avec la Banque mondiale en considérant que ces excédents devaient aller vers en destination de certaines dépenses sociales, que ce soit la santé, l'éducation ou pour l'emploi notamment, en déclarant alors que 80% de ces revenus devraient être destinés à ces dépenses et que seulement 20% devraient alors permettre de rembourser la fameuse dette. Le gouvernement équatorien a d'abord approuvé cela et décida alors de réformer l'utilisation de ces ressources pétrolières. Mais face à cela, la Banque mondiale, qui était alors l'un des principaux créanciers de l'Équateur, décida de bloquer un prêt de 100 millions de dollars qui était alors promis à l'Équateur afin de les contraindre à revenir sur leur décision, ce qui fut alors chose faite. Et suite à cela, Rafael Correa a préféré démissionner plutôt que de se plier aux exigences de la Banque mondiale, ce qui lui donna une forte popularité nationale, lui permettant par la suite d'être élu président de l'Équateur en 2006, donc un an après, avec pour base de sa campagne trois éléments distincts, qui étaient en premier lieu la volonté d'un pays plus démocratique, à travers notamment la convocation d'un référendum pour décider d'établir une assemblée constituante. En deuxième lieu, il souhaitait plus d'indépendance à travers la volonté de mettre fin à la base militaire américaine sur le territoire équatorien et de refuser un certain accord de libre commerce avec les États-Unis notamment. Et enfin, il souhaitait alors mettre fin au paiement de la dette illégitime. Et c'est ce qu'on va étudier alors par la suite. Et pour cela, en juillet 2007, Rafael Correa, alors président de l'Équateur, a créé la commission d'audit intégrale de la dette publique interne et externe, c'est la CAIC si vous souhaitez vous renseigner, qui était alors composée de 12 membres représentants des mouvements sociaux équatoriens, donc c'était des leaders du mouvement indigène, parce que l'Équateur est fortement peuplé d'indigènes, et c'est souvent cette population qui est d'ailleurs toujours la plus défavorisée. Il y avait aussi des militants féministes et des activistes du mouvement pour l'annulation des dettes illégitimes. En plus de ces 12 membres, il y avait 6 membres de campagne internationale pour l'annulation des dettes illégitimes, dont Eric faisait partie, et de 4 délégués de l'État qui représentaient un à un chacun un ministère. Donc il y a le ministère des Finances, le ministère de la Justice, la Commission anticorruption et le parquet général. Ah non, la Cour des comptes, La pardon. Cour des comptes. Oui. Et donc l'objectif de cette enquête sur le processus d'endettement a été d'identifier les dettes illégitimes pour ensuite en suspendre le remboursement. Et il est important de noter aussi que cet audit ne s'est pas contenté simplement de faire une analyse comptable de l'endettement du pays, mais aussi de mesurer l'impact humain et environnemental de la politique d'endettement. Et c'est pour ça qu'on parle de commission d'audit intégrale et pas seulement d'une simple commission d'audit comme on a l'habitude d'entendre. Et il s'agissait alors d'analyser tous les contrats qui avaient endetté le pays de 1976 à 2007, à 2006, ce qui incluait
la dictature militaire qui s'était arrêtée en 1979. Et en effet, pendant la période 1970-2007, bien que l'État équatorien ait remboursé 172 fois le montant de la dette publique externe de 1970, le volume de cette dette publique externe a été multiplié par 53. Et durant cette période, le solde entre les prêts et les remboursements de la dette publique externe était donc clairement négatif. Comme autre élément, on peut aussi mettre en relief le transfert net, c'est la différence entre les nouveaux prêts contractés par un pays et son service de la dette, qui était alors négatif de 9 milliards de dollars, ce qui signifiait alors que le pays a largement plus remboursé qu'il n'a emprunté, ce qui montrait que le pays était largement déficitaire. Et pour revenir à la commission d'audit intégral, la dette publique totale, à partir du 30 août 2008, donc là où commence la véritable commission, était d'environ 13 milliards de dollars, composée à 10 milliards de dollars, de dette publique externe et de 3 milliards de dollars de dette publique interne. Et environ 40% de cette dette publique externe, qui était alors de 10 milliards, était due à des banques et à des marchés financiers sous la forme de titres appelés bonus global, qui sont alors considérés un petit peu comme des bons du trésor. Et environ 44% de cette dette externe, donc 10 milliards encore, je rappelle, sont dus aux institutions financières multilatérales, que ce soit la Banque mondiale, il y avait la Banque interaméricaine de développement et on peut aussi nommer le FMI, je pense. Et le reste, donc 16%, sont constitués par des prêts de pays à pays, donc des accords bilatéraux entre l'Équateur et d'autres pays. Et de l'autre côté, la dette publique interne, donc, qui s'élevait à 3 milliards, était constituée à 95% de titres, ce qui permet de relever, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y avait énormément de titres de dette et c'était vachement sur les marchés financiers. Et donc, à partir de novembre 2008, l'Équateur est entré en action en décidant de suspendre le remboursement d'une grande partie de sa dette. Concrètement, le pays a mis fin au paiement des intérêts dus sur des titres équatoriens vendus sur les marchés financiers pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Et face à cela, 8 mois plus tard, les détenteurs de 91% de ces bons en question, donc on parle alors, je le répète, de 40% de la dette publique externe de l'Équateur. Donc les détenteurs de 91% de ces bons en question ont malgré tout accepté la proposition de rachat à 35% de leur valeur nominale. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais en gros, ça signifie que l'Équateur a racheté 3,2 milliards de dollars de dette en déboursant seulement 900 millions de dollars, ce qui représente une économie de 2 milliards sur le capital, dû à laquelle s'ajoute une économie sur les intérêts qui ne seront plus payés d'ailleurs. Donc cela représente une victoire pour l'Équateur sur ses créanciers privés étrangers. Et de plus, lorsque le pays a décidé quelques années plus tard d'émettre de nouveaux titres de la dette sur les marchés financiers, les investisseurs se sont précipités pour les acheter, ce qui remet en valeur et contredit les arguments de ceux qui sont pour le remboursement de ces dettes illégitimes, à travers le fait que souvent une répudiation de dette n'inclut pas forcément un rejet éternel des marchés financiers. Et de plus, cette suspension des remboursements a également permis d'augmenter fortement les dépenses sociales au cours des années 2009 à 2011. Et les conditions de vie de la population s'en sont trouvées franchement améliorées, avec par exemple le salaire minimum légal qui a doublé en seulement quelques années. Néanmoins, même si l'action du gouvernement en matière de dette a été bénéfique, il est important de mettre en valeur que la commission d'audit de la dette proposait d'aller plus loin sur ce qui a été réalisé. Il est regrettable que le gouvernement et Rafael Correa ne soient pas allés plus loin. Donc je pense que cela sera prolongé par Eric, mais la commission d'audit avait proposé de mettre fin
au paiement d'autres montants très importants de la dette qui correspondaient alors aux créances réclamées par la Banque mondiale, ce qui constituait alors 44% de la dette externe, donc un peu plus de 400 millions. On parlait aussi d'annuler la dette de certaines institutions, d'autres institutions multilatérales et de certains créanciers bilatéraux comme le Brésil, le Japon ou certains pays européens. Il était aussi recommandé de poursuivre en justice les responsables nationaux et étrangers de l'endettement illégitime, que ce soit des accords avec des particuliers ou des renégociations de dettes qui avaient été faites. Donc, en résumé, le gouvernement n'a donc suivi qu'une des recommandations de la Commission. Il n'en reste pas moins qu'il est allé plus loin que tous les autres gouvernements dits progressistes de cette période. Rafael Correa ainsi que Ricardo Patinho, qui était alors celui qui avait occupé plusieurs fonctions dans le gouvernement et qui avait présidé alors la commission d'audit, ont tenté de convaincre d'autres chefs d'État comme Evo Morales en Bolivie, Hugo Chavez au Venezuela ou encore Fernando Lugo au Paraguay. Il les avait convaincus de mettre en place aussi une commission d'audit intégrale de la dette, mais cela n'avait pas été suivi d'effet. Donc l'Équateur est resté isolé sur cette question de la dette en Amérique latine, puisque les autres gouvernements de la région n'ont pas souhaité poursuivre cela. Et à part justement le Paraguay de Lugo qui avait essayé de lancer un audit de la dette à participation citoyenne au début des années 2009, mais cela n'a pas eu le même succès avec la pression du gouvernement brésilien pendant la présidence de Lula, car des entreprises brésiliennes étaient les principales créancières du Paraguay, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai terminé mon exposé. Je laisse Eric détailler les autres demandes qu'a fait la commission d'audit et je vous remercie pour l'écoute. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Et de nouveau impeccable au niveau du timing, là, si je vois bien. Tu as fait en moins de 15 minutes. Peut-être qu'on peut d'abord voir s'il y a des questions de compréhension avant que je complète ou des commentaires. Pablo, Brigitte, Claude, Dominique, Maxime, est-ce que vous avez… Dominique a une question, oui. Il faut activer ton micro. Et j'ai toujours un problème. Donc, en fait, j'ai une petite question. Donc, les bonus globales, là, en fait, tu dis c'est quasi des bons du Trésor. Mais en fait, c'est des bons du Trésor. Je ne me rappelle plus trop parce que j'ai lu ça il y a un petit temps, mais qui avaient permis quelque part de sauver les créanciers, enfin de sauver comme on a sauvé les banques, c'est-à-dire permettre qu'ils puissent toujours empocher de l'argent, quoi. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire que en fait, ils avaient repris. C'est ça que je ne vois pas très bien parce que, en fait, j'arrive encore moins à expliquer. Les bons en fait, les bonus globales, mais si vous pouvez bien m'expliquer, ce sera plus clair. D'accord, on va expliquer, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Mathieu, parce que c'était super clair. Oui, je vais expliquer l'histoire des bonus. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Mathieu? De mon côté, non. OK. Bon, alors bon, c'est des questions de terminologie. Normalement, un bon du Trésor, c'est généralement un titre à moins de 12 mois qui vient à échéance à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Donc, on va dire que c'est de la dette à court terme. Et les autres titres, c'est des titres à plus long terme. Donc, il y a les bons du Trésor et il y a les autres titres
Donc, titres souverains, le titre générique, c'est des titres souverains. Et dans le cas de l'Équateur, ils avaient décidé d'appeler ça, mais c'était juste une sorte de marque, comme on appelle, je ne sais pas, une Renault Kangoo, une Renault Mégane ou quoi. C'était un titre appelé Global. Oui, oui. Et Global 2012, Global 2030, parce que ils avaient été émis au début des années 2000 et venaient à échéance en 2012 pour une partie, et les autres venaient à échéance en 2030. Alors effectivement, ces titres avaient été émis pour financer l'opération de sauvetage des banques qui était intervenue en 1999 en Équateur, oui, et qui avait coûté beaucoup d'argent. Et ces titres avaient été restructurés et appelés, les premiers titres avaient été restructurés parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser la valeur des titres initiaux à échéance. Ils avaient été en suspension de paiement. Et ce que nous avons démontré, mais ce n'est pas très important ici, on a des discussions, c'est que la manière dont la restructuration s'était faite était frappée d'illégalité. Donc, il y avait des aspects illégaux, c'est-à-dire non-respect du droit équatorien et du droit commercial international, et illégitime parce que ça servait les intérêts des banquiers qui avaient été sauvés et des banquiers alors américains et autres qui avaient acheté ces titres à Wall Street. Donc voilà. Juste, donc au niveau terminologie, avoir en tête que quand on parle généralement de bons du Trésor, c'est des bons à court terme. Et pour le reste, on parle aussi de bons, mais généralement de titres souverains à plus long terme. Ok, merci. Donc voilà. Alors, en complément, dire la chose suivante. Je n'ai jamais eu l'occasion véritablement d'écrire sur le fait qu'il y a eu de gros débats dans la commission d'audit. Donc, il y avait 12 Équatoriens, 6 étrangers et 4 organes de l'État. Donc, je mets chaque fois 4 organes de l'État, Mathieu, parce que ce n'était pas une personne particulière, quoi. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire, c'était le ministère de la Justice, donc à la limite, si le ministre n'était pas là, c'était son représentant, et idem pour la commission anticorruption ou pour le ministère des Finances, c'était les organes de l'État qui, en tant qu'institution, étaient représentés, ce qui était plus important que des personnes dans ce cas-là. Tandis que les individus, eux, étaient des délégués de mouvements sociaux, comme tu l'as dit, et de campagne internationale. Alors, en fait, il y a eu le gros débat, il a divisé les délégués internationaux. Maria Lucia Fattorelli, qui est du CEDETEM, et moi, on était d'accord sur une position radicale et de fait, en minorité parmi les étrangers, face à un Allemand, Jürgen Kaiser, de Jubilé 2000 Allemagne, dont Rémi a déjà parlé dans des discussions, je crois, peut-être dans la première formation qu'on a eue ou la deuxième, et Gaël Hurlet de Eurodad et Alejandro Olmos d'Argentine. Et c'est grâce à la majorité des délégués équatoriens qu'on a eu une majorité radicale. Les deux autres Européens, donc Jürgen et Gaël, étaient vraiment sur une ligne modérée en disant que
ben non, on ne pouvait pas vraiment parler de dette illégitime. C'est vrai qu'il y avait des aspects illégitimes, mais quelque part, il fallait quand même pas trop exagérer à leurs yeux. Hein. Et il y avait justement la conviction, et il n'a pas changé d'avis depuis lors, de cet Allemand, Jürgen Kaiser, que prendre une position radicale comme pays allait le couper des marchés financiers. Et que donc, il ne fallait pas qu'il s'énervait chaque fois quand je parlais de actes unilatéral de suspension de paiement et puis de répudiation de dette ou de restructuration unilatérale de dette en disant mais tu es irresponsable parce que tu vas couper le pays des sources de financement. C'est un argument classique et Mathieu a bien dit vers la fin de son exposé que ben justement, il y a eu une position radicale de l'Équateur et l'Équateur n'a pas du tout été coupé de ses sources de financement. Mais au moment des discussions qu'on avait, évidemment, la démonstration pour l'Équateur n'était pas faite. Mais il était tellement en minorité, cet Allemand, que finalement, il n'est plus venu aux réunions, ce qui a facilité le fait qu'on gagne la majorité. Et alors, la Britannique elle-même a quitté les réunions. Elle était moins vindicatrice contre notre position que l'Allemand. Et alors, l'Argentin, lui, il était sur une position modérée, mais différente. Lui, sa proposition, c'était pas suspendre le paiement de la dette, mais ouvrir un compte aux États-Unis. Donc, en fait, l'Équateur, pour payer les bonus global 2012 et 2030, qu'est-ce qu'il fait comme la plupart des États? Au moment où il faut payer l'intérêt, il charge une banque, généralement, si la plupart des porteurs sont aux États-Unis, il charge une banque, donc le gouvernement équatorien ou le gouvernement argentin ou le gouvernement péruvien ou congolais charge une banque aux États-Unis d'effectuer les paiements en son nom. Et donc, le pays transfère de la banque centrale du pays des devises sur ordre du ministère des Finances vers le compte en banque d'une banque étrangère, dans ce cas-là aux États-Unis, qui va recevoir les coupons des titres et payer les intérêts. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et ce que l'Argentin disait, pour ne pas entrer dans l'illégalité en décrétant une suspension unilatérale de paiement, il proposait à l'État d'ouvrir un compte nouveau dans une banque sous contrôle d'avocats, y compris qui pouvaient représenter les détenteurs de bons, un peu, je dirais, comme on dépose une garantie locative, comme un propriétaire oblige un locataire à déposer une garantie locative sur une banque. Et il y a la signature du locataire et il y a la signature du propriétaire. Et aucun des deux, on dirait que tu ne comprends pas ce que je dis, Dominique. Je comprends, mais je ne vois pas l'intérêt de proposer ça. Ah oui, mais moi non plus, mais il proposait ça en disant quoi? En disant, si on fait ça, on n'entre pas dans l'illégalité parce qu'on continue les paiements, mais on le verse sur un compte dans lequel les représentants des banquiers n'auront pas le droit de prendre l'argent si nous-mêmes, État équatorien, n'autorisons pas l'utilisation des fonds. Et donc, l'idée de l'Argentin, c'est de dire
on dépose l'argent sur un compte bloqué, le temps de passer par un arbitrage et un procès international pour voir si on a raison ou pas. Si on a raison, on reprend l'argent, on le rapatrie en Équateur, et si on nous donne tort, ben, on verse a posteriori, avec retard, ce qu'on devait aux détenteurs de titres. Et donc, moi, j'étais avec Maria Lucia et des Équatoriens totalement opposés à cela, en disant que c'était complètement ahurissant de faire une chose pareille, parce que si ça devenait une jurisprudence, ben c'est le pays, en fait, continue à payer sa dette. Et, OK, les créanciers ne la touchent pas directement, mais le pays vide ses caisses pour payer la dette. Et donc, ça ne va pas du tout. Et puis, ça ne va pas de s'en remettre à des juges étrangers. À New York en particulier, les juges de l'État de New York, ils l'ont montré dans le cas de l'Argentine, sont tranchent en faveur des créanciers et pas des pays soumis à leur diktat. Bon, et finalement, je mentionne ça, donc on a émis des recommandations et le gouvernement et coréen, avec le ministre dont a parlé Mathieu, Patiño, qui n'était plus ministre des Finances parce qu'il avait été démoli, défenestré par une campagne de la droite. Il avait un autre ministère, mais il travaillait avec nous. Finalement, c'est sur notre position radicale de suspension unilatérale du paiement que le gouvernement s'est prononcé en faveur et l'a appliqué. Maintenant, effectivement, nous étions non seulement pour une suspension, mais pour une répudiation, déclarée nulle. Et là, le gouvernement a choisi la suspension, ce qui était très radical, mais pas aussi radical que ce qu'on proposait, mais très radical, parce qu'il faut bien avoir en tête que l'Équateur avait de quoi payer. C'est une grande différence avec l'Argentine qui a suspendu le paiement de sa dette fin décembre 2001. L'Argentine n'avait plus d'argent dans les caisses. Ou le Sri Lanka qui vient de suspendre totalement ses paiements depuis avril n'a plus d'argent dans ses caisses pour payer la dette, donc il n'a pas le choix. Et donc, quand l'Équateur a fait ça, ça a provoqué un tollé contre l'Équateur de la part non seulement des créanciers, mais de la presse financière internationale qui a crié un scandale en disant ils ont de quoi payer et ils se payent notre tête parce qu'au nom de critères éthiques et juridiques tout à fait contestables, ils se permettent de ne pas respecter leurs obligations internationales. Et donc, c'était très radical de faire ça. Et très bien. Et ça a marché. Naturellement, nous, on aurait voulu plus. Alors, ce qui aurait pu être fait en plus, Mathieu, il y avait juste une toute petite erreur dans ce que tu as dit à la fin. C'est que tu as dit que la dette à l'égard de la Banque mondiale, c'était aussi 40%. Non, la dette à l'égard de la Banque mondiale, c'était grosso modo 1 milliard. Donc, c'était une partie des 44% de dette multilatérale, mais c'est un détail. Donc, la dette en bonus, c'était plus de 3 milliards et la dette à la Banque mondiale, c'était 1 milliard. Et moi, j'étais à fond pour que l'Équateur suspende le paiement parce que j'avais construit l'argumentation et j'avais le soutien de la commission. Et on a eu une réunion. Donc, ce qu'on vient de raconter, Mathieu et moi, ça a lieu en 2007-2008. Et ça se termine par la victoire sur les bonus globales
en juin 2009. Et il se fait que Correa n'a pas dissous la commission après 2009. Et en janvier 2011, il nous a réinvités à Quito. On a célébré la victoire de 2009, célébré. Lui, il ne boit pas d'alcool, donc n'imaginez pas qu'on a fait une grande fête au champagne. On n'avait pas droit ni à un verre de bière ni à un verre de vin lors de la réception. Mais on l'a fêté d'une autre manière. Et il a dit, bon, maintenant, à qui s'attaque-t-on? Et donc, j'ai proposé qu'on s'attaque à la Banque mondiale. Et il a dit, OK, on fait ça. Il s'est tourné vers son ministre des Finances et il a dit, bon, demain, ministre, tu te réunis avec la commission pour remettre ça en œuvre. Et le lendemain, on s'est réunis et le ministre avait passé la nuit à réfléchir à comment éviter de faire ça et il s'est opposé et Correa a eu le tort de suivre l'avis de son ministre. Il y a eu plusieurs cas comme ça où Correa donnait l'ordre de faire quelque chose de radical et puis des membres de son gouvernement sabotaient et quelque part il laissait faire, quoi, parce que comme président il pouvait démettre son ministre mais il ne l'a pas fait et c'est arrivé sur d'autres affaires, y compris dans une affaire où j'étais concerné et que je peux vous raconter. Donc voilà. Et c'était très bien que Mathieu insiste bien sur le fait que c'était un audit intégral. Ah oui, je vais donner deux choses concrètes aussi, parce que c'est des choses qui peuvent bien illustrer le caractère contradictoire de la politique de Correa dans certains cas. Donc, Mathieu a dit qu'il y avait des créanciers bilatéraux et le Brésil était un créancier bilatéral. Et comme ça passait notamment par une très grosse entreprise de construction de travaux publics qui s'appelle Odebrecht, c'est un nom hollandais flamand. Il y a quasiment 100 000 travailleurs de la construction dans cette entreprise-là. À cette époque-là, elle était déjà connue pour spécialiser dans la corruption de fonctionnaires, mais depuis lors, il y a eu d'énormes scandales et un président au Pérou a dû démissionner, des gens sont en prison au Mexique, il y a eu d'énormes scandales autour d'Odebrecht. Et nous, on avait audité une centrale hydroélectrique construite par Odebrecht avec de l'argent prêté à l'Équateur par le Brésil. Donc la dette était due au Brésil pour cette centrale électrique construite par une entreprise brésilienne. Et l'entreprise n'avait pas du tout respecté le carnet des charges et ni respecté les droits des populations locales, mais là, c'était même le carnet des charges, c'est-à-dire que les turbines et les canalisations alimentant en eau la turbine pour qu'elle produise de l'électricité n'étaient pas construites de manière conforme au cahier des charges et donc comme une tuyauterie mal foutue, elle avait cédé cette tuyauterie. Et l'entreprise était donc quasiment à l'arrêt sur la plupart de ces turbines et l'Équateur réclamait une indemnité à l'entreprise, y compris en disant on ne va pas continuer à payer, rembourser la dette si l'entreprise ne nous indemnise pas pour les pertes que nous subissons. Et le patron de l'entreprise
s'est foutu royalement du gouvernement équatorien et Correa s'est fâché et a envoyé l'armée équatorienne prendre l'entreprise et maintenir les patrons dans l'entreprise sous contrôle de l'armée. Donc, une intervention extrêmement dure, inimaginable en Europe et quasiment inimaginable en Amérique latine aussi. Et là, on avait Lula comme président et la bourgeoisie brésilienne a dit comment est-ce que ce petit pays de merde avec son président gauchiste permet de faire ça. Lula, tu ne peux pas laisser faire ça, c'est une insulte à notre pays. Et Lula a rappelé son ambassadeur pour montrer qu'il était fâché contre Correa. Et Correa, en réponse, a rappelé son ambassadeur. Et on était dans l'impasse. Tandis que Correa, son degré d'appui populaire, du jour au lendemain, en envoyant l'armée et en montrant qu'il voulait faire respecter la dignité et la souveraineté du pays, son taux de popularité, qui était déjà élevé, a monté de 10% du jour au lendemain. La population a applaudi à cet acte de souveraineté. Mais les pressions de Lula ont été telles que Correa a finalement botté en touche et a accepté de porter l'affaire devant un tribunal d'arbitrage à Paris. Et bon, c'était couru d'avance. Un arbitrage à Paris allait donner raison au Brésil et à l'entreprise Odebrecht. Ce qui s'est passé, effectivement. Et donc, comme je vous dis, j'ai revu Correa en 2011 et je lui ai dit, Raphaël, là, cette histoire du Brésil, c'est vraiment extrêmement dommage ce qui s'est passé. Et vous savez, là, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, Eric, tu sais, c'est comme quand dans une partie de football, il y a une équipe qui est d'accord de perdre et de se tirer elle-même un goal dans son propre but. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait parce que le conflit avec Lula, il n'y avait pas moyen d'en sortir. C'est pour montrer donc les limites, mais aussi la responsabilité d'un gouvernement soi-disant progressiste, celui de Lula, qui se comporte vulgairement comme une puissance impériale face à son voisin qui est plus petit, quoi. Voilà. Si vous avez si vous avez des questions, pardon. On a encore quelques minutes là-dessus sur l'Équateur, hein, un quart d'heure peut-être si on veut. Oui, oui. Oui, vas-y. Ouais, vas-y, Dominique. J'ai vu que maintenant, en fait, dans le livre sur la Banque mondiale, que en fait, il y avait à nouveau des mouvements populaires qui sont très furieux. Donc, en fait, que il n'y a pas eu, notamment, enfin, ils sont très furieux sur le traitement du président. Donc, c'était pendant Moreno, mais maintenant. Donc, j'ai vu aussi sur Amnesty International que les mouvements populaires continuaient, en fait. Et dans le livre sur la Banque mondiale, il disait qu'il y avait eu une plateforme qui s'était créée en 2019, mais qu'après, il y a quand même eu la droite Lasso qui a été élue. Et donc, est-ce que tous ces mouvements concernant l'audit continuent, en fait? Alors, en fait, il vient d'y avoir une nouvelle victoire populaire il y a 15 jours, 3 semaines, hein, suite à un conflit qui a duré pendant 15 jours. Donc, la Confédération des organisations des nations indigènes de l'Équateur, donc la CONAIE, Oui. a convoqué une marche sur Quito
à mobiliser ses bases de tout le pays pour monter en marchant sur la capitale et donc des dizaines de milliers, disons 10 à 15 000 personnes venant des villages de tous les coins du pays ont occupé la ville. Il y a eu une répression forte, il y a eu un mort. Les gens ont maintenu la pression. Ils ont été soutenus par une série d'organisations syndicales et d'un mouvement femmes, étudiants, dans le cadre de cette plateforme que je décrivais dans le bouquin Banque mondiale. Et le président s'est enfoui vers la capitale commerciale, Guayaquil, et il a déclaré l'état d'urgence, et puis finalement, il a plié et il a abandonné la mesure d'augmentation du prix de l'essence. Ah oui. Et d'autres mesures qu'il voulait prendre sous les recommandations du FMI. Donc, il y a eu une nouvelle victoire du mouvement et c'est très positif. Mais le mouvement de dette, lui, je suis en contact avec une série de gens qui étaient dans la commission avec moi et on est en très bons termes, mais ils sont déprimés, eux. Ils ne jouent pas un rôle central. Ils sont d'un certain âge aussi, hein, parce que ils n'ont plus toute la vigueur qu'ils ont pu y avoir il y a 14 ans et quand ils ont commencé la lutte il y a 22, 23 ans, quoi. Mais le mouvement, la CONAIE, exige lui-même l'annulation des dettes. Hein. La revendication de l'annulation des dettes est assumée par les autres mouvements. Donc ça, c'est un succès important, quoi. Oui. Maintenant, si on parle de la situation politique du pays, en octobre de l'année passée, j'étais dans les Cévennes et j'étais en train de corriger justement la maquette du livre Banque mondiale, enfin la maquette, et je reçois un email où il a mis convocation à l'Assemblée nationale de l'Équateur. Donc j'étais convoqué, c'était un jeudi, et j'étais convoqué pour le samedi à l'Assemblée nationale de l'Équateur, par l'Assemblée nationale de l'Équateur. Donc une convocation officielle à comparaître, pas comme accusé, mais comme témoin à charge contre le président Lasso, donc le président actuel, suite aux révélations des Pandora Papers, hein, du consortium international de journalistes indépendants qui, quelques semaines auparavant, avait révélé une liste de chefs d'État, notamment le président chilien et le président équatorien, ayant des biens, des entreprises dans des paradis fiscaux et ne déclarant pas leurs revenus dans leur propre pays alors qu'ils étaient présidents en fonction. Et donc là, il y a eu une majorité dans l'Assemblée nationale contre le président pour créer une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête avec mandat de l'Assemblée nationale m'a convoqué pour témoigner. Et c'est notamment les parlementaires liés à la CONAIE qui me connaissaient, qui avaient obtenu que la commission parlementaire où il y avait tous les partis m'invite officiellement. Et donc, j'ai témoigné à distance. Hein. D'abord, quand j'ai vu la convocation, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il croit que je vais prendre un avion ou quoi? Mais en fait, c'était à distance.
Et j'ai eu une demi-heure, j'avais eu le temps de préparer et j'ai révélé, j'ai pu démontrer que effectivement, selon la Gazette officielle du Panama, le journal officiel du Panama, tous les membres d'un conseil d'administration d'une banque au Panama, qui est un paradis fiscal, étaient membres de la famille de Lasso. Ses fils, sa femme, il y avait 6 membres du conseil d'administration et ils s'appelaient tous Lasso. Lui avait quitté la présidence du conseil d'administration. Mais la loi de l'Équateur disait que jusqu'au 3e degré, un fonctionnaire public ne peut pas avoir de possession dans un paradis fiscal, jusqu'au 3e degré. Et donc, il tombait pleinement sous le coup de la loi équatorienne. Et donc, il aurait pu y avoir une majorité pour l'impeachment du président, mais il n'y a pas eu. Quasiment la moitié des élus de la CONAIE, une partie des élus de la droite qui, pour faire du chantage sur l'assaut, avaient été pour la commission, mais juste pour faire de la négociation avec le président, ont, au moment du vote qui pouvait aboutir à l'impeachment, n'ont pas voté en faveur de l'impeachment parce que l'assaut les a achetés. Donc, y compris des parlementaires de la CONAIE, ce qui est extrêmement décevant. Et juste après, Correa lui-même est entré en négociation secrète avec l'ASSO. Parce que Correa est en exil en Belgique et il veut absolument pouvoir avoir un avenir politique dans le pays. Et en fait, il négocie avec l'ASSO, comme la justice est totalement politique, il négocie avec l'ASSO que celui-ci fasse pression sur la justice équatorienne pour lever les inculpations contre Correa et pour que Correa puisse rentrer dans le pays et reparticiper à la vie politique, parce que le rêve de Correa, c'est redevenir président de l'Équateur. Et donc, il est rentré dans une logique de négociation tout à fait inacceptable à mes yeux. Ce qui fait que j'ai aucun contact avec Correa à cause de son évolution des dernières années. Ce que je viens de raconter, c'est la dernière révolution en date, mais ça a commencé bien avant, quoi. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une victoire populaire. La mauvaise nouvelle, c'est que Correa, on ne peut pas lui faire confiance. Ça. Moi, j'ai peut-être une petite question. Je voudrais savoir si tu sais évaluer un petit peu les bénéfices à long terme d'un audit comme il y a eu en Équateur. Est-ce que c'est seulement des bénéfices à court terme ou est-ce que ça a encore des conséquences aujourd'hui en dehors de la situation qu'on connaît avec les mouvements sociaux aujourd'hui en Équateur? Non, malheureusement, ça a été complètement, je dirais, perdu parce que Correa, à partir de 2012, a voulu repasser par des emprunts. Et donc, il y a eu un gain formidable en 2009, 2010, 2011, donc avec une réduction radicale du service de la dette et une augmentation proportionnellement très radicale aussi des dépenses sociales. Et puis, il a fait un tournant vers la droite, si tu veux, sur plusieurs thèmes, hein, y compris la répression des mouvements sociaux, une réforme universitaire du type Banque mondiale, et la dette a recommencé à
a augmenté, quoi. Donc, lui-même, Ça porte. au cours de son mandat, parce qu'il est resté au pouvoir jusqu'en 2017, il a eu une phase radicale, donc on va dire de 2007 à 2011, et il a fait un tournant qui fait que de 2012 à 2017, il a pas surtout, il a gardé des positions, mais sur des choses, on va dire, moins centrales que la dette, que les banques, que les traités commerciaux, etc. Sur les accords commerciaux, sur la dette, sur les banques, il a eu un virage à droite très clair, quoi. Et donc, malheureusement, effectivement, si un gouvernement n'est pas conséquent, une victoire peut être réduite à presque néant par manque de cohérence. C'est très dommage. Oui. Oui. Oui, ça fait mal, surtout que c'est vraiment une rare victoire et que ça soit passé un peu à la trappe comme ça. Oui. Claude Kémar, je pense qu'il demande la parole. Yep. Pour profiter du fait qu'on traite à suivre de l'Équateur et de la Grèce, quels ont été les débats dans la commission équatorienne? Enfin, est-ce qu'il y en a eu d'abord? Je suppose qu'il y en a eu avec Jürgen et Gaël, mais est-ce qu'il y a eu des débats dans la commission sur les définitions de dette illégitime, de dette odieuse, de dette illégale, etc. Et parce que je suppose que si après sur la Grèce, le débat a commencé par ça, c'est aussi parce qu'il y avait eu cette expérience équatorienne et donc ça permettait un peu de faire la transition. Je ne me souviens pas avoir entendu que tu aies traité des débats sur ces questions-là en Équateur. Il y a eu des débats, mais en fait, il y a eu des débats très forts, mais comme le décret présidentiel nous donnait comme mandat d'identifier les dettes illégitimes, on s'est servi à fond du terme illégitime et se rendant compte, quand on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas se mettre d'accord avec Jürgen Kaiser d'Allemagne ou avec Olmos d'Argentine sur la définition de dette illégitime, on n'a pas adopté de définition. Et on a gagné parce qu'on a eu la majorité sur les cas concrets où on a dit ce sont des dettes illégitimes. Et alors, par contre, par rapport au terme illégal, là, c'était beaucoup moins compliqué puisque là, il y avait un accord avec Olmos qui est, c'est pas un avocat, mais il est spécialiste en droit. Et là, on était d'accord pour dire tel et tel acte, du point de vue, y compris du droit commercial, est illégal. Mais lui, par exemple, à ce moment-là, ça ne l'intéressait pas la discussion sur les légitimités. Il a évolué depuis. Hein. Mais donc, bref, on est resté dans l'ambiguïté sur illégitime. Et dans l'ambiguïté, mais on a dit cette dette-là illégitime et illégale, et le gouvernement a accepté. Donc, voilà, on a gagné. Mais donc, à la différence de la commission en Grèce, on n'a pas adopté des définitions. Et maintenant, avec Olmos, quelque part, les débats continuent. Hein. Il a eu une polémique
enfin, c'est assez compliqué parce que en Argentine, au mois de mars, j'ai été convoqué par 4 députés au Parlement argentin, qu'on appelle le Congrès, hein. C'est comme aux États-Unis, c'est le Congrès. Au Mexique aussi, ça s'appelle le Congrès. Et là, j'étais l'invité principal et Olmos est intervenu et tout à fait positif et allant dans le même sens que moi. Mais après, il a envoyé des messages par WhatsApp sur des listes et on m'a fait parvenir ces messages. Et en fait, où il montrait qu'il était totalement en désaccord avec moi et avec les députés qui m'avaient invité, parce qu'il considère que les dettes contractées par Mauricio Macri en 2018 ont été contractées de manière légale. Alors que l'interprétation des députés et mon interprétation est que c'est une dette illégale. Et pas simplement odieuse, mais illégale. Parce que la Constitution et la loi argentine, non seulement la Constitution, mais les lois argentines n'ont pas été respectées. Bon, et donc, avec Olmos, le débat continue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand la présidente du Parlement grec m'a invité à composer la commission d'audit, on va y passer. Moi, j'ai composé la commission avec rien que des personnes dont j'étais sûr. Et surtout pas quelqu'un comme Olmos ou Jürgen Kaiser d'Allemagne. Je savais que ça allait être un foutoir si je les invitais à être membres de la commission, quoi. Et voilà, ça fait la transition avec la Grèce. Yes. Ben, s'il n'y a plus d'autres questions, ben, peut-être Maxime, alors tu peux commencer. Pas de souci. Je vais commencer par un rapide historique pour savoir où on se situait quand quand l'audit de la Grèce a été envisagé. Donc déjà, il faut savoir qu'à partir du début des années 2000, il y a une grande quantité de crédits qui est accordée par les banques, notamment françaises et allemandes et d'autres banques européennes, aux agents privés grecs, que ce soit les banques grecques qui elles-mêmes prêtent à nouveau par la suite, ou même directement aux entreprises et aux ménages grecs. En 2008, avec la crise financière, la crise bancaire mondiale et notamment la faillite de Lehman Brothers, les banques privées internationales réduisent drastiquement leurs prêts, les liquidités qu'elles prêtent aux autres banques et aux acteurs privés dans le monde et notamment en Grèce. Or, les banques grecques empruntaient massivement auprès d'une quinzaine de banques européennes. Elles se retrouvent donc au bord de la faillite car elles ne peuvent pas rembourser les banques étrangères qui leur avaient prêté, car pour les rembourser, elles empruntaient, comme le font un peu les États, elles empruntaient pour rembourser leurs dettes. Donc à ce moment-là, en 2008-2009, il y a déjà un premier sauvetage du secteur bancaire grec aux frais du contribuable, suite notamment à un prêt de la BCE. Dès 2010, ce processus continue et la dette privée grecque explose, ce qui menace en fait, la dette privée explose, donc les banques grecques entrevoient un risque de ne pas être remboursées, que les personnes à qui elles ont prêté, les agents privés, donc les entreprises non financières et les ménages ne puissent pas les rembourser. Si cela se produit, ça veut dire que les banques grecques elles-mêmes ne pourront pas rembourser leurs créanciers, à savoir les banques européennes, notamment françaises et allemandes.
Donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement grec décide de sauver les banques grecques pour assurer le remboursement des créanciers aux dépens de la population grecque. Ça va être l'objectif des 3 mémorandums de la Troïka, qui prête donc de l'argent à l'État grec, qui va utiliser la grande majorité de cet argent pour rembourser directement les créanciers, pour rembourser directement les banques françaises et allemandes, et non pas pour sauver la situation désastreuse dans laquelle se trouve le pays à ce moment-là, où le taux de suicide a été multiplié par 3, où la mortalité infantile a augmenté et où la mortalité des personnes âgées a également augmenté. Donc à ce moment-là, le problème et la peur des créanciers que sont notamment les banques françaises et allemandes, vient vraiment du secteur privé et de la dette privée grecque, plus que de la dette publique, plus que du problème de la dette publique grecque. C'est bien la dette privée qui inquiète les créanciers. Et c'est seulement à partir de 2010 que les banques privées étrangères commencent à vendre en masse des titres de la dette publique grecque, parce qu'à ce moment-là, ils réalisent que les plans de sauvetage de la Troïka vont générer une augmentation de la dette publique grecque, que l'État grec va se retrouver en difficulté financière, et donc ils réagissent en spéculant et en revendant les titres de dette grecques. C'est ce qui s'est passé après avec les politiques d'austérité de la Troïka, la baisse des recettes publiques de l'État grec, la détérioration de la situation du pays, etc. etc. Donc c'est dans ce contexte-là que le parti de gauche Syriza en Grèce gagne en importance et que l'audit de la dette grecque devient une option, devient une option notamment aux yeux de la population. Donc la première question sur l'audit, c'est quel est le processus, enfin, comment a-t-il été lancé, quel est le processus qui a abouti à la possibilité d'un audit. Donc il y a eu plusieurs étapes, ça a commencé en 2010. Je vais en citer quelques-unes. En 2010, les positions du CADTM commencent à être connues en Grèce. En mars 2011 est lancé un comité grec d'audit de la dette qui est déclenché par l'ampleur de la crise à ce moment-là et qui a un écho assez important, enfin, même très important en Grèce. Le mois suivant, en avril 2011, il y a le documentaire Debtocratie qui est diffusé en Grèce, documentaire dont le contenu Eric a participé à la création du contenu. Il est visionné par 1,5 million de personnes en Grèce sur une population de 10 millions de personnes, ce qui est quand même assez énorme. En mai 2011, donc le mois suivant, il y a une conférence internationale d'appui à l'audit citoyen de la dette grecque qui a lieu. En 2012, Syriza continue de grimper et continue à devenir de plus en plus populaire en Grèce, pardon. Et à ce moment-là, l'audit de la dette et l'annulation de la part illégitime est au centre du programme de Syriza, qui propose donc un audit, une suspension de paiement jusqu'à la fin des travaux de la commission d'audit. Et l'audit finit par être lancé après la victoire électorale de Syriza du 25 janvier 2015. Il est lancé parce que certaines personnalités, notamment parce que certaines personnalités devenues membres du gouvernement Syriza soutiennent cette initiative. C'est notamment le cas de Georges Katrougalos, qui est membre actif du comité pour l'audit citoyen dont j'ai parlé juste avant, et qui a mis Eric en contact avec la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, pour mettre sur pied un audit de la dette grecque. Elle-même était en faveur de cet audit et initie donc le lancement d'une commission d'audit qui, au moment de la première réunion parlementaire à ce sujet, est soutenue par une forte représentation du gouvernement à ce moment-là, du gouvernement Syriza. La commission d'audit est composée de 15 personnes étrangères et de 15 personnes grecques. Eric, notamment les membres étrangers ont été désignés sur proposition d'Eric, et je crois certains membres grecs aussi.
Donc d'abord, dans un premier temps, le but, à ce moment-là, c'est d'élaborer, comme l'a dit Claude, les termes de référence de l'audit. Donc, quelles vont être les conditions d'illégitimité, d'illégalité d'une dette. Et c'est un point qui est vraiment important vu la diversité des profils qui composent la commission. Dans un second temps, le travail de recherche démarre et durera 2 mois et demi, si je me souviens bien. Donc, ce sont des critères tirés du droit national et international qui sont retenus. Ensuite, la commission est divisée en sous-groupes qui sont chargés donc d'auditer la dette réclamée à la Grèce sur la période allant de 2000 à 2015 et qui vont écrire, chaque sous-commission va écrire une partie du rapport qui sera présenté les 17 et 18 juin devant le Parlement grec. Donc ça représente quand même 1500 heures de travail gratuit sur 10 semaines. Et pour terminer là-dessus, l'audit, il a pris la forme d'auditions, de séances publiques et de visites dans différents organismes liés à la dette publique grecque. Maintenant, je vais passer aux conclusions. Je vais aborder les conclusions qui ont été données par cette commission d'audit. Parmi les conclusions, il y a notamment la preuve a été faite que d'une violation de la constitution grecque et de certains traités internationaux garantissant les droits humains dans les conditions imposées par les mémorandums de la Troïka. Ces conditions d'austérité que la Troïka a imposées ont généré une hausse de la dette publique entre 2010 et 2015 en Grèce, qui est donc teintée d'illégitimité. A été aussi démontrée une relation directe entre les politiques imposées par les créanciers et l'appauvrissement d'une majorité de la population grecque et la baisse du PIB, la baisse assez énorme du PIB entre 2010 et 2015 en grec. Un exemple, les fonds de pension publics grecs ont perdu la moitié de leur valeur suite à la restructuration de la dette grecque organisée en 2012 par la Troïka. Le chômage a augmenté, les salaires ont baissé, ce qui mécaniquement a provoqué une baisse des revenus du système de sécurité sociale grec. Donc, la restructuration de cette dette n'a pas profité à la population, donc elle est teintée d'illégitimité. Plusieurs juristes en droit international ont aussi montré que la Grèce pouvait se déclarer en état de nécessité, c'est-à-dire suspendre sa dette de manière unilatérale pour garantir les droits humains fondamentaux de la population, que sont donc l'accès à la santé, à l'éducation, à la nourriture, aux retraites, etc. Quelle a été l'attitude du gouvernement par rapport à cette commission d'audit et aux conclusions qui étaient rendues? Elle a beaucoup évolué à partir de 2012 et de nombreux dirigeants de Syriza et notamment Alexis Tsipras ont une position à partir de 2000, avec certains indices qui avaient commencé Eric le dit dans l'article qu'il a envoyé, qui avait commencé à être assez éloquent dès 2012, notamment une conférence en octobre où Eric fait un discours qui insiste sur la nécessité d'adopter une position radicale sur la dette à l'échelle européenne et où il voit que Alexis Tsipras n'est pas à l'aise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le petit cercle qui entourait Tsipras et qui le conseillait, une sorte de noyau dur, a changé sa position sur l'audit à partir de 2013. C'est notamment le cas de... Il y a différentes personnes, mais c'est notamment le cas de Yanis Dragazakis, qui a été vice-premier ministre entre 2015 et 2019, et qui a eu un rôle clé parce que c'est un ancien administrateur, c'est un ancien administrateur d'une banque commerciale qui avait un statut assez important à Syriza parce que c'était une des seules personnes qui faisait partie du gouvernement qui avait une expérience politique et qui avait participé à un gouvernement. Et lui, il voulait à tout prix éviter l'affrontement avec les banquiers, avec les armateurs grecs, avec le grand capital et avec les institutions européennes. Et donc, c'est lui et le petit cercle dont il fait partie, qui est proche de Tsipras, qui souhaite donner des garanties aux banquiers et aux institutions européennes en évitant un audit et en évitant une annulation de la dette grecque pour pouvoir accéder au pouvoir, pour avoir plus de chances, entre guillemets, d'accéder au pouvoir.
Donc, à partir de ce moment-là, la stratégie de Syriza, ça devient de discuter avec les institutions européennes en se calquant sur ce qui s'est passé avec l'Allemagne de l'Ouest en 1953. L'Allemagne de l'Ouest qui a obtenu une réduction assez importante de sa dette publique à ce moment-là en discutant. Sauf que là, les conditions historiques et politiques étaient complètement différentes et que Syriza n'avait pas de plan B qui aurait pu être la menace d'un audit et de l'annulation de la partie illégitime de la dette suite à cet audit. Pendant les travaux de la commission en 2015, le fossé grandit entre Syriza et les positions de la commission. Et ça se traduit notamment par le comportement par les mesures prises par Syriza à ce moment-là, qui décide de dépenser 7 milliards d'euros pour rembourser la dette au FMI, aux banques privées et aux banques privées et à la Banque centrale européenne, et à peine 200 millions pour résoudre les problèmes abyssaux que provoque la dette grecque à ce moment-là, sur les santé, sur les retraites, manque d'électricité pour des centaines de milliers de familles. Voilà, dernier élément là-dessus, on peut aussi préciser que Syriza était divisé. Il y avait notamment 6 ministres et vice-ministres qui étaient en faveur du non-paiement de la dette et qui refusaient aussi les concessions en matière de privatisation, qui étaient contre les nouvelles restrictions en matière de retraite. Et Eric souligne aussi dans l'article qui a été envoyé que la présidente du Parlement grec a résisté aux pressions que Alexis Tsipras a pu lui infliger. Donc au final, c'est donc la partie, les membres opposés à l'audit et à l'annulation de la part illégitime de la dette grecque qui l'ont emporté. Dernière partie qu'on peut aborder rapidement parce que je suis bientôt à 15 minutes, ce sont les résultats et les enseignements qu'on peut tirer de l'expérience de l'audit grec. Le principal résultat, la principale victoire, on va dire, de ce processus, ça a quand même été l'émergence d'un discours qui était en rupture avec la narration politique dominante de la crise grecque, qui affirmait que c'était un problème de dette publique, un problème de dépenses sociales, que l'État grec avait trop dépensé et qu'il s'était retrouvé avec une dette publique insoutenable à cause de ça. Alors qu'en fait, je ne vais pas réexpliquer le processus, mais comme je l'ai expliqué au début, c'est avant tout un problème de dette privée et de banques, notamment françaises et allemandes, qui ont inondé les agents privés grecs de liquidités jusqu'à ce que la dette privée grecque explose et que ça motive la Troïka pour sauver les banques françaises, allemandes et grecques à intervenir et à mettre en place les mémorandums qu'on a connus. Parce que à cette époque-là, en 2009, si le discours dominant avait été qu'on injecte 100 milliards d'euros dans l'État grec pour sauver les banques, ça ne serait clairement pas passé vu la situation politique du moment. Donc, il fallait inventer une narration différente. Et le Premier ministre grec de l'époque, Papandréou, a participé au montage de cette narration en falsifiant des statistiques grecques pour exagérer le déficit et augmenter le montant de la dette publique. Deux dernières leçons qu'on peut tirer de cette expérience pour l'avenir. C'est la nécessité pour tout gouvernement de gauche populaire de résister aux créanciers, de désobéir aux institutions et aux traités européens, de s'appuyer sur les mobilisations populaires. C'est ce que Syriza n'a pas fait. C'est en partie pour ça que qu'il a subi une défaite. Et aussi, un autre point important, c'est la nécessité pour les organisations et les personnes d'en bas, on va dire, de maintenir une pression maximum sur les gouvernements. Et c'est ce qui a manqué peut-être au moment de l'audit de la dette grecque, parce que une bonne partie des forces politiques radicales grecques à ce moment-là ne se sont pas engagées dans la bataille de l'audit parce qu'elles considéraient que auditer la dette grecque, c'était la légitimer partiellement,
Et elles ont donc manqué au combat. Et c'est vrai que le combat qui a été perdu, et peut-être qu'avec un appui populaire plus important, la situation aurait été différente. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à toi. Maxime a bien présenté. Ce que je voulais indiquer, c'est que effectivement, c'est très très clair que Tsipras n'aurait jamais pris l'initiative de la création de la commission d'audit 6 si la présidente du Parlement ne l'avait pas fait. Elle l'a mis sous pression et comme c'est quelqu'un de malin, il a compris que quelque part, ça pouvait un peu lui servir pour montrer qu'il faisait quand même quelque chose de ce côté-là. Peut-être, s'est-il dit aussi, que ça lui permettait de faire un petit peu de chantage par rapport à Draghi et à Lagarde qui dirigeait le FMI à ce moment-là, Draghi, la Banque Centrale Européenne, et Juncker, la Commission européenne, même si je pense que là-dessus, il était tellement timoré quelque part que je ne suis même pas sûr qu'il s'en soit servi. Il y a dû y avoir, par contre, de la part de Draghi, de Juncker et de Lagarde, je suis persuadé qu'ils ont parlé de la commission d'audit et qu'ils lui ont dit, cher monsieur, pas question que vous preniez cette voie-là, quoi. Et il les a certainement confortés. Mais est-ce qu'il a à un moment donné joué un tout petit peu le chantage? Je ne sais pas. Mais de manière très claire, moi j'étais persuadé qu'il était opposé, j'en ai eu la preuve. La présidente du Parlement, elle, sincèrement, croyait vraiment que Tsipras appuyait avec sincérité. Et puis, quand elle a vu que ça allait mal, elle a tout le temps pensé qu'il allait se reprendre. Et quand il a convoqué le référendum, toute une série de gens dans Syriza qui avaient commencé à avoir des doutes profonds, qui étaient carrément fâchés, se sont sentis soulagés. Soulagés aussi parce qu'ils n'avaient pas eu le courage de dénoncer ce qui se passait. Hein. Et donc, comme ils n'avaient pas eu le courage, je parle de certains ministres de la gauche qui, entre eux, étaient très fâchés de ce que faisait Tsipras et me le disaient et ne disaient rien publiquement. Et ils se sentaient coupables de ne rien dire. Mais quand Tsipras a convoqué le référendum, ils se sont dit, heureusement qu'on ne l'a pas critiqué publiquement puisqu'il prend le bon virage maintenant. Et donc, ils ont ensuite même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait parce que tout a été très vite. Ça a duré 7 jours entre le moment, ou 8 jours, le moment où il annonce le référendum. Tout de suite, la Banque Centrale Européenne réagit et fait fermer les banques. Il n'y avait que les guichets ATM qui fonctionnaient et les Grecs pouvaient aller chercher 60 € par jour au guichet automatique, mais on ne pouvait plus entrer dans les banques. Et pendant la semaine de la campagne pour appeler à voter non, même les gens de la gauche ne sont pas vraiment rendus compte que Tsipras ne convoquait, ne se déplaçait nulle part dans le pays. Il y a quand même eu en 6 jours un grand meeting. La place Syntagma s'est remplie. Il y a eu quoi? 100 000, 150 000 personnes. Ce n'est pas facile de savoir. Des gens parlent de 200 000. Je crois que c'est exagéré. Et tout ça, les gens qui voulaient croire dans le tournant de Tsipras ont été bluffés, quoi.
est complètement surpris. Alors, le lundi matin, le lendemain de la victoire du référendum, de l'attitude de Tsipras, y compris se défaisant de Varoufakis et se réunissant quelques heures plus tard avec la droite qui avait appelé à voter pour le oui et qui avait été battue. Donc les choses se sont passées vite. 6 mois, c'est quand même court. L'audit, la durée de l'audit, comme l'a dit Maxime, en fait, moi j'ai commencé à préparer ça dès que la présidente du Parlement, que j'ai vue le 16 février, m'a dit on le fait. Mais la première séance, c'était le 4 avril. Il fallait composer la commission, faire venir des gens du Brésil, de Zambie, d'Équateur, convaincre toute une série de gens d'accepter de faire partie de la commission et se réunir. Et donc, disons que la commission, on a commencé, on a dû avoir une première réunion une semaine avant le 4 avril, et puis il y a eu l'inauguration officielle. C'est vrai que c'est absolument aussi incroyable qu'on a produit un rapport alors qu'on était, disons, 25 personnes différentes, avec des positions, avec des sensibilités différentes. On a réussi à produire un rapport d'une dizaine de chapitres sur le diagnostic jusqu'aux recommandations du point de vue du droit de ce qu'il était possible de faire. C'était extraordinaire. En plus, avec des gens dont la langue maternelle était soit l'espagnol, soit le français, soit l'anglais, soit le grec. Et où on a produit un document en anglais et traduit en 48 heures de manière militante en grec, pour pouvoir le donner aussi en grec. Bon, donc ça a été assez fantastique cette histoire-là. L'apport du CADTM a été très important. Bon, moi, je coordonnais le tout, mais heureusement, Renaud Vivien, qui était permanent, a été délégué par l'équipe et a pu participer, a pu faire plusieurs voyages en Grèce. Un stagiaire portugais très compétent en droit a donné un gros coup de main sans être membre de la commission. Patrick Saurin du CADTM France, Maria Lucia Fadorelli du CADTM au Brésil, Olivier Bonfond qui était permanent de la FGTB, et la FGTB l'a autorisé à faire plusieurs voyages. Et donc, et les membres du CADTM Grèce, comme Yorgos Mitralias, Sonia, Moïse. Donc voilà. Mais c'est clair que la leçon qu'a répétée ou rappelé Maxime, à savoir que s'il n'y a pas une pression des gens, il n'y a aucune garantie. S'il n'y a pas la volonté du président, si vous voulez, la différence entre l'Équateur et la Grèce, c'est que Rafael Correa, à ce moment-là, voulait que la commission d'audit lui donne des arguments pour suspendre le paiement. En fait, il nous donnait la mission de lui donner des arguments pour suspendre le paiement. Tandis que la présidente grecque a convoqué la commission d'audit, convaincue par mes arguments et par les engagements de Syriza antérieurement, mais avec un Premier ministre et un ministre des Finances, plus le ministre dont a parlé Maxime Dragazakis et Nikos Papas, qui étaient totalement opposés. Donc, on était dans une position totalement différente de l'Équateur. Alors que, dans ce cas-là, dans le cas de l'Équateur,
il n'y avait plus de pression de la base parce que les gens étaient persuadés que Correa faisait son boulot, donc il n'y avait pas de pression de la base. Et si Correa avait finalement choisi une ligne modérée, la ligne d'Alejandro Olmos, par exemple, ben, il n'y aurait pas eu de protestation, hein. Il y aurait eu de la déception. Dans le cas de la Grèce, il aurait fallu vraiment une pression. Il aurait fallu que la gauche, dans Syriza, qui avait réuni 44% du comité central, se battent réellement, et ils n'ont pas fait, quoi. Et donc ceux qui nous sabotaient, à savoir le Premier ministre et Varoufakis, ont gagné. Mais ça a été un désastre pour la population, c'est certain. Mais donc, c'était vraiment une riche expérience en termes de travail. Et notamment où le CADT a vraiment joué un rôle central. Si ça avait été une victoire, vous imaginez l'impact que ça aurait eu en Europe. L'histoire européenne, depuis 2015, aurait été totalement différente de ce qu'on vient de vivre pendant 7 ans. Beaucoup de choses se sont jouées à Athènes ces 6 mois-là.